Donald Trump. Il est extrêmement séduisant, en réalité, pour le peuple américain. L'Amérique sera à nouveau la nation qui pilotera le monde. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise autre que les miennes. T'en achètes combien? 1, 2, 3, 10, 20, 30. À un moment donné, je ne savais plus combien. J'ai racheté récemment un squat avec des punks à chiens qui faisaient un élevage de chiens clandestin. Les amis, on est allé se balader au-dessus du Mont Blanc, c'était complètement dingue. Ça a secoué un petit peu, mais Eric Weiss conduit très bien l'avion. Bon Eric, c'était incroyable ce vol. Moi c'était ma première, toi pas du tout. Heureusement. Alors, vous allez voir, vous avez déjà vu, Eric m'a fait une petite blague. Oui, une histoire de blague décrochage. d'aviateur. Ouais, une histoire de décrochage. Restez calme, commandant. Est-ce que tu peux? Allez. Non, on va pas. Oh putain. Tu m'as tué. Alors cette passion aviation, elle est incroyable. Je vois plein de liens avec l'immobilier. On aimerait maintenant parler un peu plus du métier de marchand de biens. Dans la tête de tout le monde, vraiment, c'est j'achète, je fais des travaux, je revends. Ça, c'est vraiment ce que la croyance de tout le monde. Oui. Donc c'est pas ça un marchand de biens, vraiment, ou c'est l'une des choses qu'on peut faire, mais c'est pas la principale. Juridiquement, quelqu'un qui fait ça, il doit être en code marchand de biens, un code NAF marchand de biens, parce que voilà, il y a une intention spéculative et donc il ne peut pas le faire à titre privé. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est un marchand de biens, d'un point de vue juridique. Après, c'est un marchand de biens qui s'aventure dans des affaires qui sont, pour moi, bof. Alors pourquoi c'est bof? Je m'explique. Ça veut dire que tu chasses en même temps que des particuliers, puisque finalement, tu chasses plus ou moins la même chose qu'eux. Bon, t'es sur le même. Voilà, donc tu es quand même en concurrence avec des gens qui ne vont pas mettre des clauses dans tous les sens, qui auront leur financement auprès du Crédit Agricole du coin. C'est quand même plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile d'aller choper la belle affaire. Bon, ça, c'est le premier point. 2, quand c'est un appartement isolé et qu'on s'est dit qu'on allait faire tous les travaux, ça veut dire qu'il va falloir le stocker plus longtemps. Aujourd'hui, grosso modo, l'argent pour un marchand de biens coûte entre 8, selon si on est sur du bancaire, et 14-15 si on est sur des financements dits alternatifs, donc club deal et crowdfunding. Sur une année. Okay. Donc ça veut dire que si tu as stocké un an, le temps des travaux, des aléas, des problèmes, le retard, le mec qui devait venir, il n'est pas venu, etc., la vérité de l'activité, ça veut dire que tu as perdu 15 points. Si ta marge est de 15, tu n'as déjà plus de marge. Quoi. Ah ouais. Donc ça veut dire que tu ne peux taper ce type d'opportunité que si tu as des marges à 40, concrètement. Ah ouais, d'accord. Et ça, donc, du coup, ça crée encore une difficulté supplémentaire parce qu'une marge à 40 à trouver sur du normal, c'est hyper difficile. Alors que paradoxalement, sur des affaires un petit peu plus grosses ou qui peuvent paraître plus complexes pour le commun du mortel, déjà, les particuliers, ils n'y vont pas. Hein. Je prends un exemple concret, j'en sais rien. J'ai racheté récemment, pas très loin d'ici, là, un squat avec des punks à chiens qui faisaient un élevage de chiens clandestins. Voilà, avec une division parcellaire possible, etc. Le particulier, il ne va pas. Non, il n'y va pas. Non, il va pas. Mais le marchand de biens, il y va parce que, alors ça m'a coûté 15 000 € de nettoyage de l'endroit parce que ça a été très compliqué. Alors tu l'as acheté squatté? Il y avait encore les squatteurs? Non, les squatteurs étaient partis, mais ils avaient laissé tout, si tu vois ce que je veux dire. Et dans le tout, c'est assez épouvantable. Donc il faut rentrer en scaphandre, donc c'est des sociétés spécialisées qui œuvrent. Ah oui, tu ne peux pas y aller. Hein. C'est 2 grosses bennes vignées de débarrassage, plus le géomètre pour découper, etc. etc. Donc effectivement, il y a quand même une prise de risque parce qu'il y a du boulot. Maintenant, sitôt que c'est ne serait-ce que nettoyé, ta prise de risque n'est pas énorme, on ne parle pas de 100 000 € non plus, tu peux faire visiter, ton agent immobilier, moi je ne fais jamais aucune vente moi-même, ça j'en ai horreur, c'est notre métier, ça s'appelle agent immobilier. Jamais. D'accord. C'est un agent immobilier qui ça va être intéressant ça de savoir à quel moment tu interviens et à quel moment tu lâches en fin de compte le... Alors pour moi, il y a aussi des marchands de biens qui adorent vendre eux-mêmes leurs propres produits. Pourquoi pas? Nous, on en finance dans nos clubs deal FMDB, on finance des marchands de biens qui font ça. Par contre, ce qu'on exige d'eux, c'est qu'ils introduisent dans leur modèle d'affaires le même prix que si c'était un agent immobilier. D'accord. Parce que notre théorie, et c'est pas qu'une théorie, c'est très pragmatique, c'est de dire si demain il se tue en avion, par exemple, très mauvais exemple, mais bon, voilà, il se tue en avion, il n'est plus là, est-ce que moi je peux récupérer l'affaire sans lui ? Et si c'est mon travail de vente qui doit intervenir, je ne pourrais pas. Moi, je suis un financier, un monteur d'opération. Pour moi, un marchand de biens, avant tout, c'est un monteur d'opération. C'est quelqu'un qui est un homme de projet, ou une femme de projet. Il gère un projet. Dans ce projet, il va aller orchestrer différents opérateurs. Et dans ces différents opérateurs, pour moi, l'agent immobilier est un opérateur plus qu'utile. Il y a cette raison-là, il y a la raison du travail. Et il y a aussi une autre raison là, que je vais évoquer qui est un peu plus subtile, c'est que si tu y vas toi-même vendre,
Quand tu as un client final qui te dit « Ah oui, mais moi j'aimerais bien quand même avoir une cuisine blanche plutôt que rouge ». Tu rentres dans des niveaux de discussion que si c'est un agent immobilier, il peut toujours dire « Il faut que je vois avec le marchand ». Ouais, ça met un intermédiaire. Il y a un intermédiaire, c'est fluide. On peut dire un nom plus soft. Ouais, je comprends. On peut même jouer à l'éternel jeu du good cop, bad cop. Voilà. Donc en général, évidemment, l'agent immobilier est le good cop. Voilà. Et on maintient une liaison qui est positive. Alors que y aller soi-même, c'est quand même parfois s'exposer à des discussions. Et puis je suis nul en vente, donc c'est une autre raison aussi. Tu restes sur ce que tu sais faire. En fait. On va maintenant parler du sponsor de la vidéo, Contea. Contea, c'est l'expert comptable dédié aux marchands de biens et aux investisseurs immobiliers. Spécialiste des métiers de l'immobilier, Contea accompagne ses clients dans la gestion comptable et fiscale de leurs projets. Que ce soit pour structurer une opération, optimiser la fiscalité ou encore sécuriser les démarches administratives, Contea est là pour simplifier votre quotidien. Avec une équipe expérimentée, des solutions adaptées aux spécificités du secteur, Contea permet à ses clients de se concentrer sur l'essentiel, développer leurs activités et leurs investissements. Pour aller plus loin dans vos projets immobiliers, n'attendez plus, faites appel à Contea et cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Donc tu disais, une première façon de faire, du coup, c'est ton exemple là, donc je prends un truc squatté, complètement à la ramasse, et donc là tu rénoves ou tu mets brut. Alors c'est un peu extrême comme exemple, mais n'empêche que les marges étaient assez confortables, parce qu'au final, on a vendu les appartements. Pour se rendre compte un peu la marge nette après, alors pas après fiscalité, mais après déduction des charges financières, on est à 30%. Okay. Donc sur 1 million, ça veut dire qu'il y a 300 000 euros dans la caisse. Voilà. Donc c'est correct. Et là-dessus, tu vas payer quoi en fiscalité? Ça dépend ou alors, on est en France, hein, donc on peut partir sur la moitié qui s'en va. Ah ouais, incroyable. Oui. Ça dépend de la taille de la société ou... Non. Très franchement, on peut optimiser. Maintenant, dans la réalité des choses, on va optimiser au mieux. Hein. Nous, on accompagne sur l'optimisation du mieux qu'on peut, mais il n'y a pas de magie. Mais grosso modo, il y a la moitié qui part. Il n'y a pas de magie. Incroyable. Mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, et si je fais le parallèle avec l'investissement locatif, c'est pour ça d'ailleurs que je n'en fais plus, moi, de l'investissement locatif, c'est que très clairement, l'énergie qu'il faut pour générer 150 000 euros, parce que même si je prends l'exemple des 300 000, même s'il ne me reste que 150 000 euros, une fois tout impôt payé, flat tax, etc., c'est revenu. 150 000 euros à générer un locatif, faut y aller quand même. Faut y aller, c'est long, et il y aura des soucis, crois-moi, qui seront largement équivalents, sinon très supérieurs, à devoir, en début d'opération, débarrasser un squat avec des punks à chiens. Quoi. Ok, d'autres exemples de trucs qui peuvent être intéressants. Donc là, donc ça, c'est un peu un cas extrême, mais ça peut être des immeubles où il y a encore 4-5 apparts de louer, les autres, ils ont été plus ou moins laissés à l'abandon et le propriétaire étagé ne veut plus s'emmerder avec ça. Ça peut être de la division parcellaire simple aussi. Hein. Donc ça, je prends une maison, je divise un terrain, je coupe en deux, je vends la maison d'un côté et le terrain de l'autre. Là, il y a peu d'efforts en fin de compte. Il y a juste à couper le... Voilà, il y a peu d'efforts. Je ne dirais pas par contre qu'il n'y a pas de risque, parce qu'effectivement, si le terrain a été surapprécié, ce qui a été un peu le cas de malheureusement des gens qui ont été probablement un peu conseillés par des gens... sur Internet, il y a eu beaucoup. Moi qui n'avais pas de réseaux sociaux, hein, j'ai découvert ça qu'il y a 3 ans, et il y avait une émulation incroyable de gens qui ont prétendu avoir fait des opérations absolument extraordinaires. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient une traçabilité très forte. Mais bon, bref, je clôt la parenthèse. Et notamment qui disaient oui, c'est facile, tu gagnes 100 000 balles en claquant des doigts, etc. Mais c'est pas comme ça, parce que ton terrain, quand tu vas le détacher, je te prends un exemple très concret, tu vas le détacher, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui l'achète. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, ton acheteur final, il faut qu'il ait obtenu son permis de construire sur le terrain, sinon il sera lui-même en clause suspensive. Et donc, s'il ne l'a pas, tu as perdu ton client et tu as toujours ton terrain. Ouais, et puis le temps continue à et courir. Le temps passe. Ce que tu disais tout à l'heure, ça coûte cher le temps pour un marchand. Oui, ça coûte cher le temps pour un marchand. Et très rapidement, toi, tu avais fait ton petit plan, ton petit Excel vendu par ton formateur préféré. Voilà, bon bref. Et tu dis c'est génial, et sauf que ton terrain, ou pire encore, tu as fait un lotissement, et puis ton lotissement, tu sors rien, et ça dure 1 an, ça dure 2 ans. Et quand je te dis l'argent coûte, même si on fait une moyenne à 10, au bout de 2 ans, 20%, c'est la marge moyenne d'un marchand de biens. Donc au bout de 2 ans, tu as perdu l'équivalent de ta marge. Aïe. Donc il faut. Ça peut piquer. Voilà. Donc c'est pas sans risque. C'est pour ça que la précommercialisation est un outil extrêmement puissant. Et puis dans la précommercialisation, il y a plein de subtilités également de vérification de la véracité de ta propre précom. Parce qu'en réalité, là aussi, je te prends un exemple concret. Si sur le terrain, le mec s'enflamme et veut faire un château alors que c'est pas permis par le PLU, il va déposer un PC. Donc PLU, pour ceux qui nous regardent. Donc le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire les règles qui disent qu'est-ce qu'on peut construire sur ce fameux terrain que toi tu as détaché en tant que marchand. Si lui-même s'enflamme, il va poser l'impossible
Et donc, au bout de 3-4 mois, en fait, tu te rends compte qu'en fait, il a demandé l'impossible. Donc, il n'aura rien. Donc, il sortira. Et donc, tu dois tout recommencer à zéro. Ouais, il y a quand même cette notion de temps dans votre Qui votre joue métier énormément. qui est énorme. Et donc, dans ce temps-là, moi, je me posais une question. Dans ce temps-là, la politique, les choses qui peuvent tomber comme ça, si d'un coup, tu as plein de stocks, alors je prends l'exemple du Covid ou encore l'exemple des élections, qu'est-ce qui se passe pour un marchand de biens si en plein milieu de tout ça, il y a un drame économique ou des faits qui font que tout est un peu bloqué? Comment ça se passe pour un marchand de biens? Ça, je l'ai vécu en 2008 du coup. Ouais. J'ai vécu ici, puis j'ai vécu aux États-Unis, puisque j'ai monté un club deal qui a bien grossi aussi, puisqu'on avait Iria également aux USA. On va pas se mentir, celui qui avait beaucoup de stock, il rigole pas beaucoup. Ouais. Moi, je suis pas un fan du stock. Là, tu l'auras compris. Donc, moi, je suis fan de projets dont les rotations sont rapides. Ça n'empêche pas, effectivement, comme tu dis, qu'il y ait un coup dur à un moment donné ou à un autre. Ça peut arriver. Enfin bon, même un coup dur, quand tu as du stock, mais que tu n'en as pas énormément et que tu as déjà un client qui est en bout de course et d'un autre qui a déjà signé le compromis, qui a lui-même son financement. Voilà, tu vas te retrouver pendant un laps de temps avec un peu de stock, mais tu n'es pas mort, quoi. Ouais. Si tu t'es enflammé, effectivement, que tu as empilé les affaires et que tu as un gros stock, et notamment sans précommercialisation, donc j'en reviens aux histoires des beaux appartements, Du coup, ça règle de nouveau le problème. Et là, tu n'as plus envie de rire. Donc après, quand on dit, tu n'auras qu'à le louer, oui, mais enfin bon, un bel appartement dans un beau quartier, ta performance locative réelle est à 2,5. Quand tu payes l'argent 10, il y a un souci. Oui, il y a des risques, il faut les connaître. Et donc, il faut se former. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Avant ça, je voulais te faire un petit happening, on appelle ça comme ça. On a rajouté ça dans l'émission. Okay. Et le premier happening, je vais te montrer des photos. Okay. Ouais. Et tu dois simplement me dire ce que ça t'évoque, ce que tu en penses. Ok. Alors, c'est des photos de personnalité. Clara Morgan est dedans, parce que c'est toujours des soucis. J'y ai pensé. Oui. Mais comme on ne se connaît pas, je me suis dit, avec l'avion, tout ça, pas qu'ils le prennent mal. Okay. J'y suis pas allé. Première photo, notre cher président. Oh, Emmanuel. Écoute, il est très beau sur cette photo. Je comprends pourquoi les Français ont voté pour lui. Très élégant. C'est un homme d'engagement. Il a tenu ses engagements. Voilà. Donc, il a tenu ses engagements. Par exemple, il avait dit qu'il ne resterait que l'impôt sur la fortune immobilière. Il l'a fait. C'est vrai. Par exemple, il a dit qu'en fait, on serait la tech nation, etc. et qu'il fallait doper absolument l'investissement dans les startups, etc. et délaisser le patrimoine immobilier. Il l'a fait. Il a dit qu'il allait raboter les niches fiscales intéressantes pour l'investissement immobilier. Il l'a fait. C'est un homme d'engagement. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Écoute, ça a le mérite d'être très clair. Et bien, écoute, on va peut-être parler d'un autre homme d'engagement. Donald Trump. Bien plus avec la photo. Elle est belle, cette photo. Celle-là. Autre homme d'engagement, oui. Quelque part. On ne peut pas lui reprocher. Tout à l'heure, je disais que donc, j'avais un club deal assez important quand même, puisqu'il y avait quand même quelques millions de dollars à gérer aux États-Unis, donc à l'État de Floride, près de Miami. Et à l'époque, Donald Trump était candidat à sa première élection. Et il y avait tous les Français, même des gens très instruits, qui me disaient « impossible qu'un gars pareil passe ». Sauf que moi, qui étais très souvent aux États-Unis à l'époque, j'étais absolument persuadé qu'il allait passer. Bien sûr, parce qu'il est extrêmement séduisant, en réalité, pour le peuple américain. Il faut comprendre qu'il n'est pas... Le peuple américain ne raisonne absolument pas comme le peuple français. Qu'est-ce qu'il veut entendre? Il veut entendre liberté, il veut entendre que l'Amérique sera à nouveau la nation qui pilotera le monde. C'est quasiment militaire dans la vision. D'ailleurs, ils plantent le drapeau américain dans leur jardin, ils en sont fiers. Nous, si on plante un drapeau français en France, on passe pour quasiment un facho, quoi. Donc, c'est deux approches très différentes. Et donc, c'est assez logique qu'il ait été réélu. Et lui aussi, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, l'avenir nous le dira, mais il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Et donc, quand il a dit « je vais mettre Musk avec moi », quand il dit là, récemment « je vais mettre 500 milliards dans l'intelligence artificielle », et en plus, je vais réunir les plus grands groupes qui gravitent autour, dont Nvidia, etc., donc même le physique de ça, il va le faire. Et donc, effectivement, d'un côté, c'est fascinant, et de l'autre, c'est un petit peu effrayant, parce que j'ai peur que l'Europe soit un tout petit peu à la traîne sur ce type de sujet. Voilà. C'est possible. Et la troisième photo, est-ce que c'est un homme d'engagement? Je ne sais pas. Stéphane Plaza. Ah C'est un homme à problème en ce moment. En ce moment, il a une actualité. Bon, voilà. Je pense que c'était un très bon agent et que c'est toujours d'ailleurs un très bon animateur de télé qui a finalement su séduire le grand public français avec une émission, ma foi, fort sympathique.
Alors là, il est dans le tumulte, effectivement. Beaucoup disent que toutes les agences vont perdre. Oui, j'entends ça. Tout le monde qui me dit, mais même moi, je travaille avec des agences Stéphane Plaza dans les différents réseaux et autres. Bon. Ils ont peur de perdre des mandats, quoi. Oui, alors peut-être à la marge, ils vont perdre quelques mandats. Mais enfin bon, si on regarde ce qu'est une agence immobilière, d'une manière générale. Une agence immobilière, c'est l'addition de très bons agents immobiliers. Quand une agence immobilière a en son sein des gens qui sont performants commercialement, qui savent aller chasser, que ça s'appelle Plaza, Safety, IAD, je suis désolé, même les réseaux mandataires, il y en a des très bons à l'intérieur. Ouais, voilà, alors des fois, il y en a les agences physiques qui disent, bon, c'est plus compliqué que ça. C'est une affaire entre guillemets d'hommes et de femmes, de personnes à l'intérieur. Donc moi, ma croyance, mais elle est peut-être fausse, c'est que même si l'image se dégrade un peu au niveau de Plaza Immobilier, d'abord, la mémoire de l'humain est assez courte. C'est vrai. On le voit en politique. On l'a vu sur plein d'affaires et en politique, on le voit très bien. Très clairement. Donc la mémoire de l'humain est courte. Et deux, beaucoup d'agences Plaza ont des agents immobiliers de valeur à l'intérieur. Donc ça ne va pas s'effondrer comme ça du jour au lendemain. Ok, très intéressant. Très intéressant. J'aimerais qu'on parle un petit peu quand même de ce que tu fais, la FMDB. Ah, président de la FMDB. Alors, président, titre honorifique, le moins possible, bien sûr, j'en fais le moins possible. Évidemment, c'est le principe du président, oui. Il fait que présider. C'est quoi, du coup, la FMDB? Alors, donc, on le voit bien en plus sur ton... Oui, j'ai quand même mis le polo corporate. Alors, la FMDB, au départ, c'est presque une aventure de copains. Donc, tout à l'heure, je te parlais d'Aria, où effectivement, on a fait beaucoup de marchands de biens, on avait bien développé en France et on avait un beau réseau. Et quand j'ai revendu mes parts de cette société, très vite, je me suis ennuyé. Je me suis dit, puis dans mon départ, de toute façon, j'avais annoncé que je continuerais à faire du marchand de biens, mais sans le concept marketing, packagé, etc., du pur marchand de biens. D'abord parce que ça m'amuse, puis ça rapporte un peu d'argent, on ne va pas se mentir. Donc voilà, donc c'était très bien. Puis je ne voulais pas le faire seul, parce que seul, marchand de biens seul, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. La solitude, c'est toute action d'entrepreneur. Quand on est seul, c'est pas forcément évident. Donc on s'est dit, allez, on va créer une fédération, ça n'existe pas en marchand de biens. Donc première assemblée générale, on était 22 dans une petite salle dans un hôtel. C'était quand ça? C'était en fin 2017, 2018. Parce que ça a été informel un peu avant. Et puis on va serrer les coudes, on va se financer. Quand il y en a un qui a de la trésorerie, il n'y en a pas. Enfin, bon, voilà, donc on va créer un petit écosystème à notre modeste Le principe échelle. au début, c'était de pouvoir être plusieurs et quand il y en a un qui a besoin, l'autre voilà, et puis après faire rentrer plus de gens, puis on s'était dit que ça allait grossir. Et effectivement, après on a été 50, 100, 200, 300, 400. Là maintenant, on fait des séminaires, on est booké. Donc on en fait un tous les trimestres. Tous les trimestres, on se réunit tous. Enfin tous. Du coup, on ne trouve pas de salle assez grande maintenant. On y travaille. Bercy. Mais peut-être un jour à Bercy. C'est-à-dire qu'on est entre les deux, parce que les salles, tu as des salles à 1000, etc. Des salles vraiment, et puis après, tu as des petites salles qui peuvent encaisser 250 personnes. Ouais, c'est ça. Et nous, 250, c'est un peu petit maintenant pour nous. On a un déjeuner qui dure 3 heures, parce que c'est un déjeuner de réseautage où les gens s'échangent, etc. Des fois, on fait même des jeux de bracelets. Donc, par exemple, moi, j'ai plutôt maintenant un bracelet mentor et financeur. Tu vois. Parce que je ne veux plus le bracelet s'il y a des gros travaux à gérer. Moi, si je cherche un associé sur une affaire... vous avez chacun un bracelet pour savoir ce qu'il y a. Incroyable. C'est incroyable. C'est assez marrant. Et donc voilà, donc il y a des mariages qui se font, etc. Et puis petit à petit, on a rajouté des briques, notamment la brique de financement. Donc en fait, c'est une sorte de méta-courtier en quelque sorte qui va amener à la fois des amis banquiers, des amis qui sont crowdfunders, des club deals, et on va agréger tout ça. Puis ensuite, effectivement, on avait créé notre propre centre de formation, l'INFIM. Donc on lui avait donné un beau nom parce qu'on a cru qu'on était intelligent. Institut national de formation immobilier et marchand de biens, même c'était pour marchand de biens. Et puis finalement, on a décidé qu'on allait réintégrer. Donc là, en ce moment, on fait un rachat de cette entité-là au niveau de la FMDB. Voilà, donc on rachète l'INFIM et ça va s'appeler FMDB Formation. C'est très original, mais au moins ça sera clair. C'est clair, on comprend. Ça mérite d'être clair. Et puis le petit dernier, c'est FMDB Légal. Donc là-dedans, c'est un pool de notaires très spécialisés, parce que là aussi, c'est comme un médecin. Il y a des notaires qui savent faire du marchand, il y a des notaires qui ne savent pas. Experts comptables, urbanistes, avocats urbanistes également. D'ailleurs, tu parles d'experts comptables. Ouais. Ça tombe bien parce que c'est le sponsor de cette vidéo. Je crois que tu travailles avec, tu travailles avec lui. Oui, mais tu vois, tu me l'as appris. Il ne m'a même pas appelé pour me dire qu'il était sponsor de ton truc. Mais bon. Donc Rémi Roland,
où que tu sois en ce moment. Merci pour toi, du coup. Ouais, c'est ça. Pour bien comprendre, donc, quelqu'un qui a envie de se lancer marchand de biens, il peut vous contacter. Comment ça se passe? Quel est le type de profil qui rentre dans la FNDB? Le profil, c'est tous les profils. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des marchands extrêmement avertis qui ont un peu comme... on se reconnaît, on est un peu entre nous. On va dire une grosse cinquantaine à avoir une vingtaine d'années d'expérience, mais à avoir plus envie de faire ça seul, pour de multiples raisons. Et puis, on a aussi des néos absolus qui démarrent, qui n'ont jamais fait d'opération. Incroyable. Et qui viennent, alors un petit bout de formation, mais pas toujours le circuit complet, parce qu'on a différents steps de circuit. C'est pas obligé de faire tout de suite, parce que si lui veut se focuser sur quelque chose qui relève de la division parcellaire simple, de la division d'immeubles sur des zones où par exemple il n'y a pas de permis de diviser, très franchement il n'y a pas besoin d'une très grosse science non plus, quoi. Voilà, donc là lui il prend vraiment le niveau 1, Ouais. et lui-même il est sous couvert souvent de ce qu'on appelle nous maintenant les responsables pédagogiques de zone, qui sont en fait des gens de la FMDB qui sont plus expérimentés, qui vont aller driver ces gens-là dans leurs propres affaires. Donc, Ok, ça se passe comment pour rejoindre? un simple mail à la boîte contact@fmdb, il y a toujours quelqu'un qui répond. Ok, cool. C'est pas moi. Ouais, là, on s'en doute. On mettra le lien en description de la vidéo, comme ça, s'il y a des... Depuis le site internet, oui, depuis Voilà. le site internet, il y a écrit rejoignez-nous, etc. partout. Ok, top. J'avais une autre question pour toi. Quel est ton avis, d'abord sur la France, sur les années qui arrivent là? Comment tu penses que ça va se passer? Est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir en France? Oui. Est-ce que c'est foutu? Parce que il y en a qui disent ça. On a fait un micro-trottoir il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens nous ont dit c'est foutu, et en fait c'était noir ou blanc. Il y a des gens qui disent c'est foutu et d'autres qui disent au contraire c'est plutôt une bonne période parce que justement il y a des opportunités à saisir. C'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis, en fait, si on retrace l'histoire récente, on ne va pas remonter bien loin, mais 2018, début de l'euphorie, le Covid arrive, les gens y sortent, ils veulent absolument emprunter pour acheter. Ils ont bien raison parce que l'argent est gratuit, notamment parce que notre ami Emmanuel et puis la Banque Centrale Européenne, bien entendu, mais tout le monde était bien d'accord pour laisser tourner un peu l'économie, malgré ce qui s'était passé, en offrant l'argent, quasiment cadeau. Donc forcément, effet d'inflation, alors notamment sur l'immobilier, c'est immédiat. C'est marrant d'ailleurs parce que les gens avaient l'air de découvrir ça. Comment ça se fait que ça monte? Reprenez le premier cours du premier jour, c'est normal. Effectivement, on atteint un sommet, et puis là, bouf, ça retombe comme un soufflet, etc., etc. Et là, les gens sont déprimés en ce moment parce qu'ils ont vu le soufflet retomber. Ouais. Mais enfin bon, faut se rappeler quand même 2-3 éléments. Premier élément, on a une agrégation autour des pôles urbains comme on n'a jamais vu. C'est-à-dire que les centres de recherche français, malgré tout, sont pas nazes. Souvent, le français a tendance à s'auto-flageller assez rapidement. Alors que malgré tout, même les Américains nous piquent nos propres ingénieurs informaticiens, c'est peut-être pas par hasard, parce qu'on doit avoir 2-3 écoles qui tiennent la route. Nos centres de recherche, c'est pas si mal. Toi-même, j'ai cru comprendre, t'habitais à Nice. On a quand même Nice, sauf Antipolis, c'est pas trop mal quand même. C'est des endroits où ça tourne, quoi. Paris reste la ville la plus aimée du monde, et de loin. Et sans chauvinisme, Paris, c'est Paris. Ouais. Voilà, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc, les gens ont malgré tout envie de beauté, de la Côte d'Azur, d'être près de Bordeaux où j'ai fait mes études, parce que voilà. Alors oui, le marché de Bordeaux a dégringolé, mais les gens, ils ne sont pas partis, ils ne vivent pas dans des cabanes. Et l'argent, et c'est là où si je fais le parallèle avec les États-Unis, j'aime bien parce que du coup, j'ai eu un passé assez vif aux États-Unis. La classe moyenne aux États-Unis, elle n'a pas un radis devant elle. Alors qu'en fait, en France, très souvent, il y a des fortunes cachées. Des fortunes familiales, les gens ils étaient propriétaires terriens, etc. Alors bien sûr c'est pas tout le monde, mais moi c'était pas le cas clairement. Chez moi il y avait rien, mais il y a beaucoup de gens pour qui il y a encore de l'argent réinjecté dans le système. Et là c'est vrai qu'ils ont été découragés de l'immobilier ces 24 derniers mois de manière assez flagrante. Ça, Maintenant toute chute a une fin. Et quand on aura tapé un petit peu en bas, il y aura une remontée. Donc il faut se tenir prêt, je pense. Et il y a différentes zones sur lesquelles, je pense, on est déjà plus ou moins en phase basse. Voilà. Donc c'est difficile. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Difficile à dire. Mais quand on a un beau centre de recherche, je reprends l'exemple de Bordeaux ou de Lyon, par exemple. Ouais. Lyon a baissé énormément. Enfin, ça reste une ville lumière. Ça reste une ville incroyable, avec des centres de recherche incroyables, avec des universités incroyables, avec une vie incroyable, une vie de ville incroyable. Et oui, les gens, pendant le Covid, ont dit on va acheter au fin fond de la Bretagne. Mais enfin, au fin fond de la Bretagne, je suis désolé pour ceux qui ont fait ça. Ouais, après le Covid, l'effet qu'il y a eu... Oui, mais le fin fond de la Bretagne, c'est le fin fond de la Bretagne. Donc c'est pas sûr qu'à un moment donné...
Voilà, alors qu'une ville comme Lyon, ou si on parle de la Bretagne, Vannes, Rennes, etc., il y a des espèces de, quand même de valeurs. Et puis, il y a un phénomène qu'il ne faut pas oublier, qui est en train de nous pendronner et qui va arriver, c'est qu'on va chercher à regrouper les énergies, et notamment pour des raisons écologiques. Donc, il y aura de plus en plus d'espaces verts dans les villes, très probablement. On aura des parcs, ça sera arboré, etc. Et il y aura de moins en moins de véhicules, ça, c'est peut-être pas... voilà, et c'est assez évident. Et il y aura un recentrage. Et dans ce recentrage, il faudra bien rénover tous ces immeubles qui ont été plus ou moins laissés à l'abandon. Donc la réalité, c'est qu'il y a un boulevard pour les marchands de biens comme jamais. Pour les marchands de biens, en tout cas pour toi, l'avenir pourrait être plutôt sympa. Mais moi, je pense que l'avenir va être très sympa pour les marchands de biens, oui. Okay. Parce que, regarde, c'est assez simple. Aujourd'hui, les constructeurs, et je suis désolé, j'ai plein de copains constructeurs, c'est très dur parce qu'aller choper et faire des marges encore sur de la construction pure sur du sol physique, c'est très compliqué. Les promoteurs qui achètent plutôt l'ensemble et qui vont avoir de la précom, aujourd'hui, ont des difficultés à précommercialiser. On dit oui, ils se gavent, ils se sont gavés, etc. Mais c'est pas vrai. Quand on regarde leur bilan, ils n'ont pas gagné non plus des pourcentages énormes. Donc en réalité, ils ne pourront pas dire, là, c'est 6 000 €, je te le fais à 4. Ils ne peuvent pas faire ça, parce qu'il y a des réalités économiques derrière. Alors que les marchands de biens, on a un outil extraordinaire qui s'offre à nous et que les autres n'ont pas, c'est que nous, quand un marché a atterri, on peut acheter un petit peu moins cher. Donc, on peut vendre un petit peu moins cher. Oui, et donc, il y a une forme d'équilibre. Oui, tu vas avec le marché, en fait. C'est plus facile de rééquilibrer par rapport au marché. C'est juste, si tu croises deux marchés, un qui est en train de baisser et puis l'autre... On va pas se mentir. C'est là que c'est compliqué. Absolument. Ceux qui ont suivi les formations, certaines formations YouTube il y a 2 ou 3 ans et qui se sont lancés à corps et à cri sur le marché en se disant j'avais appelé à la plus grande prudence publiquement, j'avais fait des interventions et à l'FMDB notamment, mais partout. J'ai essayé partout de dire calmez le jeu parce que là on est aux abords de quelque chose de pas bon. Ceux qui y sont allés effectivement sont aujourd'hui assez désespérés. Oui, sur les réseaux. C'est assez drôle parce que moi je tombe souvent sur des vidéos, alors t'es pas trop réseaux sociaux, mais moi je tombe souvent sur des vidéos de personnes qui disent j'ai la solution révolutionnaire, toute neuve. En fait, tu creuses, tu vas dans l'information, c'est le marchand de biens, alors que ça existe depuis des années. Oui, c'est vieux comme le monde. Et ils ont emmené des gens, en effet, complètement débutants, qui eux-mêmes, d'ailleurs, les formateurs sont souvent débutants. Ah oui, je ne pense pas qu'on les connaissait pas beaucoup en tant que marchands. Oui. Voilà. Et en fait, je pense que c'est ça qui a emmené aussi beaucoup de gens dans le mur, quoi. Il y avait cette période d'euphorie, puis il y avait ce phénomène des réseaux sociaux que là, mais à culpa, hein, moi, effectivement, j'avais pas LinkedIn, j'avais pas Instagram, j'avais pas Facebook, donc à ce moment-là, je risquais pas de les voir. Et donc, effectivement, c'est beaucoup monté et ça a créé des néo-marchands qui ont suivi des préceptes de personnes qui, effectivement, n'avaient jamais ramassé une petite claque pour se dire, peut-être que c'est plus compliqué que ça. Ouais. Alors, on va faire un autre petit... je suis allé regarder un autre jeu. Je suis allé regarder les commentaires. Un petit peu qu'il y a sur toi, sur la FMDB. Alors déjà, j'ai pas trouvé beaucoup. J'ai dû chercher longtemps. J'ai cherché, pas d'avis négatif. Donc je suis allé sur les réseaux sociaux et j'ai cherché un petit peu ce que les gens pouvaient dire. Et comme ça, tu vas pouvoir leur répondre là en direct. Alors là-dedans, il y a des vrais avis et il y a des faux avis. Ok. D'accord. Je te dirai à la fin lesquels sont vrais, sont faux. Ok, on va voir. Voilà. Le vrai du faux. On a Lionel qui dit... C'est plutôt sympa d'ailleurs comme commentaire. Quand personne n'ose investir, c'est souvent le bon moment pour prendre de l'avance. Complètement d'accord. Ouais. Là, tout le monde était chaudé. Le marché, notamment sur des régions qui se tenaient très bien, même à Nice, on voit bien qu'on voit exactement les mêmes affaires qu'il y a 12 ou 24 mois. Les affaires, on les connaît toutes. Je veux dire, FMDB, 400 personnes. Vous connaissez ce qu'il y a sur le marché. Oui, on sait ce qu'il y a sur le marché. Donc, et puis, on a des regroupements, on a des échanges d'informations entre nous. Donc on le sait. Ce qui est sur le marché, on le sait, et on voit que ça ne bouge pas. Alors, c'est vrai que les prix n'ont pas beaucoup baissé, mais ça ne bouge pas. Donc, Lionel, c'est ça, il a raison. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il faut commencer à prendre des positions, parce que clairement, il y aura un moment où ça va lâcher. On a Pierre qui dit, prépare-toi, il est violent, Pierre. Ah. Vous n'êtes pas un leader, donc il parle de toi. Non, c'est pas grave. Vous êtes un revendeur, vite la dose. Ah, pas un leader, un revendeur, vite la dose. Il dit qu'en fait, tu vois, il dit qu'il faut vite. Mais il a raison. Il a raison parce que je vais même t'avouer un truc, c'est qu'au début, la FMDB ne s'appelait pas FMDB.
Ça s'appelait Fédération des conseils experts en montage d'opérations immobilières. Le truc impossible à dire, et puis l'acronyme improbable. Et on a mis longtemps à s'appeler, 2 ans, 3 ans, à s'appeler FMDB, marchand de biens. Parce que le marchand de biens, effectivement, a la réputation que décrit, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Pierre. Il est là juste pour gagner de l'argent, etc., etc. Bon, je répondrai à Pierre la chose suivante. Peut-être que lui-même habite dans un appartement dont il n'aurait jamais disposé si un marchand de biens n'avait pas racheté tout l'immeuble pour refaire les communs, refaire les canalisations, refaire sa toiture, refaire la copropriété d'une manière générale, et que lui-même, peut-être, il a rénové cet appartement, mais qu'il ne le sait pas, il l'a acheté à un marchand de biens. Ce que tu décris, c'est que les marchands de biens participent en fin de compte à la rénovation, à l'embellissement des appartements, des biens quand immobiliers on voit malheureusement des immeubles qui s'effondrent, littéralement, on a eu des cas à Marseille, bon voilà, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est absolument terrible. Si un marchand de biens avait repris cette affaire... Il ne se serait peut-être pas passé... oui. Ok, on a Jean. Voilà. Alors Jean, il dit « L'immobilier en France est en chute libre, plus d'avenir. » Alors ça, on en a déjà parlé, hein, mais sauf pour les ultra-riches. Alors, je pense quand même qu'il exagère complètement. Là où il a un peu raison, c'est qu'on voit bien que ça se tend un peu sur les côtés, quand même. C'est-à-dire que les ultra-riches, il n'y a pas de sujet. Si on prend Paris, typiquement, où sont les baisses? Elles sont à l'est. À Montmartre, c'est toujours aussi cher. Donc c'est sûr que quand on va à Chantilly, aujourd'hui, on peut acheter du T3 pour pas très cher. Et c'est vrai qu'on voit bien que les zones qui étaient déjà relativement, où la démographie était, la population, etc., avait déjà quelques difficultés, ont eu tendance un petit peu à s'appauvrir, et puis des zones où on avait des quartiers qui ont continué, eux, à se maintenir au moins. Voilà. Ouais, des fois même augmenté. Hein. Les écarts ont augmenté. Les écarts se sont creusés. Maintenant, là où il est trop pessimiste, c'est qu'il ne voit pas quelque chose. Ce quelque chose, c'est que quand même, les salaires, malgré tout, ont augmenté ces dernières années Bien aussi. sûr. Donc oui, les prix ont flambé, donc le pouvoir d'achat, c'est discutable, etc., etc. Mais quand même, les salaires ont augmenté. Or, des prix qui descendent, des taux qui redescendent à nouveau et des salaires qui augmentent, à un moment donné, les courbes se rejoignent. Ouais. Alors oui, elles ne se rejoignent pas avec un claquement de doigts. Oui, les ultra-riches pourront continuer à acheter à Montmartre cash des immeubles à 10 millions d'euros. Ok, mais ça ne sera pas un cataclysme comme il a l'air de vouloir tel le dire. qu'il est décrit. On a Marie qui dit « Vivre de ce métier, une illusion. À part quelques exceptions, c'est un parcours semé d'embûches. » Alors je pense que Marie a commencé en 2022 en ayant suivi une formation qui expliquait que c'était de la retape d'appartement qu'il fallait faire en marchand de biens. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Désolé Marie, je ne sais pas si elle existe. Tu as dit qu'il y avait des faux, donc peut-être Marie est fausse. Mais... C'est possible. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à Marie? On peut dire à Marie, ça dépend à quel niveau de vie on se situe. Si elle vise de gagner 100 000 euros tous les mois, effectivement, ça ne sera pas du tout un long fleuve tranquille. Il faudra mieux partir avec quelques capitaux. Maintenant, si elle vise 5 000, 10 000 euros par mois, là, c'est quand même pas une illusion. Parce que pour le coup, une opération standard, on va dire même à 500 000 euros, financement, en réalité, il faut sortir 100 000 euros qui sont assez faciles à trouver. Nous, on a même des systèmes qui vont venir compléter les capitaux propres des gens. Donc, même avec beaucoup moins, en réalité, on peut démarrer. Si c'est pré-commercialisé, justement, que ce n'est pas le fameux appartement à retaper avec soi-disant vue sur la mer qui va se revendre en claquant des doigts, mais en fait, ça ne va pas se revendre. On a déjà vendu avant d'avoir acheté, donc on est dans un système qui est relativement sécure et surtout, la rotation du capital est relativement courte. 500 000 euros, il y aura toujours 100 000 euros qui traîneront. Et même si le fisc est méchant en France et reprend la moitié, il reste 50 000 euros. Elle pourra donc se payer 4 000 euros par mois avec une seule opération sur une seule rotation dans l'année. Donc, ce n'est pas non plus la mer à boire. Donc, voilà. Marie, je te le dis, elle n'existe pas. Marie, c'est l'intelligence artificielle qui a fait son commentaire. Okay, mais elle aurait pu exister. Hein. Elle aurait pu exister. Parce que c'est vrai que ces choses sont quand même pas mal dites sur les réseaux sociaux. Mais on peut faire marchand de biens en faisant autre chose à côté. Par contre, ça, c'est pas un problème. C'est quelque chose qui est cumulable avec... oui, parce que c'est pas quelque chose qui... On y met l'énergie qu'on a envie d'y mettre. Voilà. Si tu veux faire 2 opérations, tu en fais 2 par an. Si tu veux en faire 10, tu en fais 10. Bien sûr. Okay. Moi, j'ai la chance maintenant de pouvoir faire plusieurs opérations sans y mettre beaucoup d'énergie parce que les gens me les apportent. Mais ça, il faut rentrer dans un réseau. Il faut être dans le réseau. Ouais, en fait. Comme par exemple... Comme la FMDB, non mais clairement. Parce que sans réseau, faire du tap-tap auprès de tous les agents, c'est quand même plus compliqué, un peu beaucoup d'énergie à dépenser et beaucoup de risques aussi, parce que pas les conseils, C'est un peu long. Ok, on a Alex qui dit, alors peut-être qui te rejoint un peu Alex, sur une partie, trop d'arnaques dans les travaux, impossible de faire confiance aux prestataires.
Alors impossible, moi tout à l'heure je disais la baffe, je parlais d'une baffe, moi j'en ai pris une en 2013 qui était sur des travaux. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais, mais brièvement, faux maître d'œuvre qui avait monté une escroquerie, même à l'échelle internationale, hein, puisqu'il prenait des maîtres d'œuvre salariés, il leur faisait croire qu'ils allaient devenir associés avec lui, il disait qu'il était un grand financier, il faisait libérer une partie des fonds, et puis nous, à l'époque, on traitait des hôtels, donc c'est vite des budgets à 1 million, 2 millions d'euros de travaux, hein, voilà. Et donc, quand on libère ne serait-ce qu'un peu de ça, ne serait-ce que 20% ou 30%, Ouais, ça fait tout de suite des gros montants. ça fait tout de suite des gros montants, et puis il partait avec la caisse, il balançait ça à droite à gauche, et ensuite il liquidait les sociétés. Donc même si tu gagnais le procès au bout de 6 mois de bataille, en fait, tu gagnais contre un fantôme. Donc là, c'est pas le sujet, je vais pas développer. Un jour quand même, je développerai, je ferai un vrai truc là-dessus. Mais donc du coup, oui, nous-mêmes, on a subi ça, mais j'en ai subi plein d'autres. On a eu des maîtres d'œuvre qui carrément se sont trompés sur des hauteurs de parking de 50 cm, donc ça veut dire que tu as un parking entier à reprendre. On a eu... Donc il a raison, les travaux, c'est forcément un nid en merde, hein, on ne va pas se mentir. Maintenant, tu l'as compris, moi je suis plutôt partisan d'en faire quand même le moins possible, parce qu'on va, on va laisser les finitions avec des partenaires qu'on a, par contre, qu'on conseille aux clients. Après, le client, il prend pas les carteurs. D'ailleurs, moi, je veux même pas d'argent, hein. Il n'y a pas d'histoire d'argent entre les partenaires et nous. C'est vraiment juste, voilà, lui, on le pense fiable. Voilà. Il y a aussi des gens qui sont peu respectables, on essaie de les identifier et on se file le mot entre nous. C'est d'où l'intérêt aussi d'être dans un réseau, hein, parce que quand il y en a un qui a fait quelque chose de pas bien, voilà, en un mail, le gars n'aura plus jamais de chantier. En tout cas, pas avec nous. Maintenant, c'est pas la mer à boire non plus. Faut pas noircir. Et il y a un autre paramètre peut-être, alors je sais pas si c'est un vrai ou un faux, tu me le diras après, mais il y a un autre paramètre qui se passe actuellement, et celui-là est un peu malheureux, mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, on va pas se mentir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui nous avaient boudé, des sociétés, des belles sociétés, hein, de travaux, qui nous avaient boudé parce qu'elles préféraient travailler avec des promoteurs, avec des constructeurs, avec des particuliers riches, etc., etc. Et donc nous, des fois, on avait des difficultés à trouver des sociétés fiables. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, on a beaucoup plus de facilité à trouver des partenaires fiables en travaux. D'accord. C'est peut-être pas une bonne nouvelle en soi, hein, mais c'est une réalité. Ouais, ok, d'accord, très bien. Bah, écoute, Alex est totalement faux aussi. C'est bien. J'ai pas réussi à trouver des choses négatives sur toi, je te le dis. J'ai trouvé très peu. Alors, soit tu supprimes tout ce qui existe de négatif. J'espère que ça viendra pas trop, parce que bon, voilà, ce serait pas bon signe. Mais... Et un dernier, c'est Sophie. Sophie dit: ce métier n'est qu'une vitrine de rêve. La réalité, frais cachés, stress et aucune sécurité. Alors, frais cachés et stress, c'est vrai. Frais cachés, alors là, et pour le coup, alors c'est peut-être pour ça que j'ai pas tant de commentaires négatifs, c'est parce que moi je fais partie des paranoïaques. Et notamment dans nos clubs deals, etc. J'avoue qu'il y a, là pour le coup, je me suis pas fait que des amis dans les néo-marchands qui nous amenaient des projets, parce que des fois ils sont repartis avec le moral à zéro. J'aurais dit, ce projet, tu l'arrêtes ici, maintenant, tout de suite. Parce qu'effectivement, c'est un des travers du marchand de biens. Il a tendance à être positif, il faut être positif. Il est tellement positif que par exemple, il va pas mettre de budget de maîtrise d'œuvre. Il va dire, je vais le faire moi. Oui, mais toujours pareil. S'il disparaît, lui, qui va faire le boulot? Si c'est son travail, c'est son temps. Donc, il faut mettre un budget, même s'il le fait lui. Je ne dis pas qu'il ne doit pas le faire lui. Oui, je dis juste qu'il faut que ça soit budgété comme si ce n'était pas lui. Idem avec l'agent immobilier, en bout de course. C'est la même chose. T'obliges à mettre le montant. Il faut qu'il y ait le montant. Ouais. Et si en mettant les montants normaux de marché, on arrive à une marge qui n'est pas raisonnable, il faut arrêter l'affaire. Il ne faut pas y aller. Il faut trouver le courage de ne pas y aller, alors que parfois on y a mis de l'énergie. Ça, ce n'est pas toujours évident. Donc elle a raison. Donc ces frais, il ne faut pas les cacher, il faut les remettre. Il faut les remettre dans les modèles. Et si ça passe, ça passe. Et si ça ne passe pas, il faut avoir le courage d'abandonner. Tant mieux si tu arrives à le faire toi-même. Ce sera peut-être un gain potentiel, mais ce sera du temps que tu as passé, c'est ce que tu expliques. Absolument, et le temps c'est de l'argent, etc. etc. Donc est-ce qu'il vaut mieux payer un maître d'œuvre ou son propre temps? Voilà, chacun fait son choix, et moi je respecte absolument tous les choix. Moi, clairement, je ne fais pas de maîtrise d'œuvre et pas de vente, tu l'auras compris. Mais s'il y en a qui aiment faire ça, qui ont des aptitudes, des appétences à faire ça, très bien, grand bien leur face. Par contre, dans le modèle économique, il faut le calculer. Il faut absolument le calculer. Et donc, c'est là qu'il faut être très méfiant. Et puis après, là où elle a tort, alors raison sur les frais cachés en partie, et alors complètement tort sur la sécurité. La sécurité, elle vient se chercher, la sécurité. Un montage où on a un immeuble qui est à 80% pré-commercialisé, où nous-mêmes, on a un service d'enquête, avec des petites techniques, je n'ai pas le temps de te les dévoiler, mais c'est assez rigolo. Donc, on fait des petits appels pour savoir si le client final peut vraiment acheter, ou est-ce que ce n'est pas un comparse
probablement des fois de l'agent immobilier lui-même, ça existe, qui a signé une promesse pour dire il n'y a pas de problème, j'achète. Puis en fait, il va se retirer au moment où le marchand de biens aura libéré ses fonds. Ça existe. C'est pas grave. Une fois qu'on le sait, ça fait partie du jeu. Donc on vérifie. Et une fois que tout ça est vérifié, c'est la checklist. Une fois que tout ça est vérifié, la réalité du risque, on peut jamais dire qu'il y a un risque zéro. Mais c'est un risque qui est quand même vachement maîtrisable. Ouais, tu peux le diminuer au maximum avec. Voilà. Et on a la possibilité d'abandonner les affaires. Alors ça, c'est un problème de l'être humain, c'est qu'on n'aime pas tous autant qu'on est. Quand on a travaillé sur un sujet, on a envie d'aller jusqu'au bout. Malheureusement, c'est un peu comme au poker quand tu es marchand, quand on voit que dans la checklist, il y a un warning qui vient de s'allumer, faut stopper. On décolle pas. Okay. On rentre même si on y a mis du temps, même si on a mis, peu importe le temps, peu importe ce qu'on y a mis, il faut trouver le courage d'arrêter. Ok, très intéressant. Eric, franchement, c'était un plaisir de te recevoir dans Hors Cadre. Merci à toi. C'était complètement une journée incroyable avec de l'avion, le décrochage. Je m'en souviendrai toute ma vie des décrochages. Le faux décrochage, parce qu'au final, on ne l'a pas fait. Oui, mais moi, c'est décrochage. Moi, c'est mon cœur qui a décroché. C'est vrai que ta tête était bizarre. Je me suis dit, j'espère qu'il n'est pas cardiaque. Mais je te signale, c'est quand même, je ne citerai personne, mais c'est quelqu'un de ton équipe qui mais t'inquiète pas, je réglerai mes problèmes hors caméra, bien entendu. Franchement, Eric, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Les amis, comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode d'Hors Cadre.